Des flammes jaillissent la nuit, peignant le ciel rouge. Des explosions secouent la plateforme, tordant et déchirant l'acier. Des fumées toxiques brûlent leurs poumons. La chaleur leur cloque la peau. Tout autour, le brasier engloutit la plateforme. Sous eux s'étend le noir d'encre de la mer du Nord glacial. Il n'y a que deux choix, brûler vif ou se noyer. Dans cet épisode de The Infographic Show, nous revenons sur la pire catastrophe pétrolière offshore mondiale. 6 juillet 1988, 7h45 du matin, à 120 miles des côtes d'Aberdeen, en Écosse, la plateforme Piper Alpha s'éveillait pour une nouvelle journée de travail. Des formulaires et permis devaient être signés avant le début des travaux. Elle accueillait 226 membres d'équipage. La plateforme avait été construite dans les années 1970 par 4 des plus grandes compagnies pétrolières britanniques: Occidental Petroleum, Getty Oil, International Allied Chemical et Thomson Scottish Associates. Autrefois joyau de la mer du Nord, elle pompait jusqu'à 250 000 barils de pétrole par jour à son apogée. Mais des décennies de rénovation et de réparation de fortune l'avaient transformée en un vaste labyrinthe d'acier et de danger. 12 heures. En raison des travaux de rénovation en cours, la plateforme fonctionnait en sursis. Une seule des deux pompes qui refoulèrent le condensat de gaz vers la côte fonctionnait encore. Les deux pompes étaient situées dans le module C de la plateforme. La pompe A était en maintenance, la pompe B assurait seule le service. Les documents du matin confirmaient son bon fonctionnement, approuvés et signés. C'était un travail de routine. Le retrait de la soupape de sécurité de la pompe A avait été autorisé et remplacé par un couvercle en métal. Une solution temporaire et inoffensive, du moins le croyait-il. 17h10. Les travaux sur la pompe continuaient. Mais il était évident qu'ils ne seraient pas terminés avant 18h. L'ingénieur a constaté que la soupape de sécurité était fermée mais non opérationnelle. En aucun cas, elle ne devait être mise en marche. Cependant, cela n'a pas été indiqué sur le permis officiel, donc personne n'a été informé. À 18h, les 62 hommes de l'équipe de nuit ont commencé une nouvelle nuit de travail difficile. Le gardien était occupé pendant que l'ingénieur finissait son service. Il n'a pas mentionné les problèmes avec la pompe A, il a simplement laissé le permis sur le bureau et a signé pour la nuit. Le permis a disparu et n'a jamais été retrouvé, et cela allait causer une catastrophe. 19h. L'équipe de nuit était très active. Les pompes à incendie ont été mises en mode manuel. Comme beaucoup de plateformes offshore, Piper Alpha avait un système anti-incendie automatique, avec pompe diesel et électrique. Il pouvait aspirer des milliers de litres d'eau de mer en quelques secondes, inondant les ponts pour étouffer toute flamme. Le système devait être infaillible, mais sur Piper Alpha, la procédure différait. Le responsable de l'installation offshore, l'Offshore Installation Manager, exigeait que les pompes soient réglées en mode manuel chaque fois qu'un plongeur était dans l'eau. En été, c'était presque quotidien. Les plongeurs travaillaient souvent en équipe de 12 heures sous l'eau. On craignait qu'ils soient aspirés dans les tuyaux d'admission. En fait, ils auraient dû être à moins de 3 à 5 mètres des prises d'eau pour que cela se produise. C'était la procédure sur d'autres plateformes voisines, mais Piper Alpha n'a jamais fait ce changement. 21h45. Le premier signe de problème est survenu, sans avertissement. La pompe à condensat B s'est soudainement arrêtée. Les tentatives de redémarrage ont échoué. C'était la seule pompe encore en marche, la dernière chose qui maintenait la plateforme en fonctionnement. Sa défaillance signifiait que tout allait s'arrêter. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de cause précise, mais la théorie principale évoquait des hydrates, cristaux d'eau, formés quand le gaz est piégé dans des liaisons hydrogène gelées. L'accumulation peut boucher une conduite en minutes. Le système de méthanol censé éviter ce gel avait sans doute échoué. La dernière défense de Piper Alpha avait échoué. Le temps valait de l'argent, et la direction voulait relancer la production au plus vite. Il aurait été plus sûr d'arrêter totalement les compresseurs, de purger l'excès de gaz et d'en accepter les conséquences. Cela signifiait amende, mauvaise presse et arrêt de la production cette nuit-là. Mais il restait une autre option. La pompe A, 21h52. L'équipage s'est dépêché de comprendre comment gérer la pompe A. Si elle était sécurisée, ils pourraient la redémarrer et relancer la plateforme. Ils ont trouvé le permis pour la révision de la pompe, mais pas celui pour le retrait de la soupape de pression. Il était sans doute rangé dans une autre boîte, car la soupape était éloignée de la pompe. La révision venait de commencer, sans signe clair du travail accompli. Personne ne savait qu'il risquait la mort. 22 heures. L'équipage a fait sa ronde, tout semblait normal. Le permis manquant n'avait pas été retrouvé, la vanne manquante n'avait pas été repérée, et le couvercle de remplacement se trouvait à plusieurs mètres au-dessus du pont, caché à la vue. Conscient des enjeux financiers,
l'équipage a décidé de réintroduire du gaz dans la pompe A, une décision qui s'est avérée fatale. Dès que le gaz a circulé, tout a mal tourné. Le joint de fortune, la fine plaque de métal remplaçant la vanne d'enroulement, n'était pas conçue pour supporter une telle pression. En quelques secondes, elle s'est pliée et déformée. Le gaz a jailli de la vanne, les alarmes ont hurlé. Des hommes ont couru vers la fuite, mais c'était déjà trop tard. Piper Alpha était une poudrière de danger d'incendie, généralement maîtrisée. Une fois le gaz échappé, l'embrasement était inévitable. Une étincelle suffisait. Peut-être une surface chaude, un chalumeau, un luminaire cassé, etc. Sur une plateforme comme celle-ci, le feu attendait toujours son occasion, et cette fois, il l'a eu. Ce qui a suivi, c'est une réaction en chaîne. Une défaillance en a déclenché une autre. Piper Alpha était inifugé, mais pas à l'épreuve des explosions. La plateforme n'a jamais été conçue pour résister à une explosion majeure. L'explosion a traversé et désintégré les cloisons coupe-feu en quelques secondes. Le module C a cédé en premier, suivi du B puis du D qui contenait la salle de contrôle. À l'intérieur, les systèmes ont échoué successivement, empêchant toute lutte contre l'incendie et toute évacuation. L'onde de choc a traversé la plateforme, rompant un tuyau de condensat et déclenchant un nouvel incendie. Au cœur du chaos, des hommes, guidés par Jeff Bollins, opérateurs de la salle de contrôle, sont intervenus. Il serait l'un des nombreux héros. Cette nuit-là, Bollins y a actionné l'arrêt d'urgence, coupant plusieurs vannes des puits et pipelines. Cela a empêché le feu d'atteindre les vastes réserves de pétrole pompées depuis le sous-sol, une action qui aurait dû contenir l'incendie. Mais ce ne fut pas le cas. Piper Alpha était connecté aux plateformes Tartin et Claymore par des gazoducs, formant un réseau invisible en mer du Nord. Lors de l'arrêt, des vannes ont coupé le flux et stoppé la production. En théorie, la plateforme aurait dû être sûre, isolée, contenue. Mais les pipelines vers Tartan et Claymore nécessitèrent des commandes séparées, et ces interrupteurs n'ont jamais été actionnés. Bollins a abandonné la salle de contrôle. Il n'y avait aucun plan d'urgence en cas de perte, aucun système de secours, aucun moyen de reprendre le contrôle une fois qu'elle était perdue. Cela laissait à tous ceux qui se trouvaient à bord de la plateforme très peu d'options, et aucune d'entre elles n'était bonne. L'ordre structuré de la plateforme a commencé à s'effondrer. Les pompes à incendie, en mode manuel, étaient désormais inaccessibles, enfouies dans l'incendie. Dans le module D, l'alimentation électrique tomba ensuite en panne. Des câbles électriques serpentaient partout sur la plateforme, beaucoup traversant l'incendie. Le générateur principal a disjoncté et le système de secours n'a pas démarré. L'équipage était littéralement dans l'obscurité. Seuls quelques systèmes sont restés en fonctionnement, comme le générateur de la foreuse et l'éclairage de secours. Mais même eux ont cessé de fonctionner quand l'incendie s'est propagé, plongeant tout dans la confusion et la chaleur. Il ne restait presque rien sur quoi compter, et beaucoup à bord ignoraient ce qui se passait. 22h04. Bien que Bollins ait déclenché l'arrêt d'urgence, de nombreux systèmes, dont la sonorisation qui aurait pu ordonner une évacuation, étaient déjà en panne. David Kinraid a lancé des appels de détresse pour un sauvetage, mais a dû quitter la salle radio en moins de 4 minutes. Les flammes se rapprochèrent et la chaleur était insupportable. La pièce elle-même allait être engloutie d'un instant à l'autre, et la situation allait passer de mal en pis. 22h06. Alors que la chaleur augmentait, certaines conduites principales de pétrole brut du module B ont commencé à se rompre. Du pétrole s'est répandu sur la plateforme, formant un immense feu de nappe qui a envoyé un épais panache de fumée noire et toxique dans le ciel. En mer, les navires à proximité pouvaient voir la catastrophe se dérouler sous leurs yeux. Les tentatives pour contenir l'incendie échouaient lamentablement. Le pipeline Claymore renvoyait toujours de la pression vers Piper Alpha, qui continuait d'augmenter. Du pétrole en feu s'est déversé sur les ponts inférieurs. Les grilles en acier dessous devaient laisser le pétrole s'écouler en mer, mais la malchance de Piper Alpha allait continuer. Les plongeurs de l'équipe précédente avaient dû recouvrir les grilles de tapis en caoutchouc, sans doute pour protéger leurs pieds. Mais les tapis ont retenu le pétrole en feu, qui s'est accumulé sur les ponts et s'est propagé d'un étage à l'autre. N'ayant plus d'options, le chef opérateur Robert Vernon s'est porté volontaire pour localiser et activer manuellement les pompes à incendie diesel. Avec l'officier de sécurité Robert Carroll, il a mis un appareil respiratoire et s'est avancé vers l'inconnu. On ne les reverra jamais. 22h20. La catastrophe a été signalée aux plateformes Claymore et Tartan voisines, le OIMS notant que les flammes illuminèrent la nuit. Cependant, les deux plateformes sont restées en ligne, attendant les ordres d'Aberdeen. La production a continué. Sur Piper, environ 70 hommes ont affronté chaleur et fumée suffocante pour atteindre la cantine, cherchant désespérément un refuge. Les canaux de sauvetage avaient été consumés par le feu,
et l'hélisurface était ensevelie sous un nuage de fumée, rendant la fuite presque impossible. Tandis que les hommes hésitaient, la chaleur et la fumée envahirent la pièce, en faisant un piège mortel. Et c'est à ce moment-là que tout a atteint un point critique. Un effet domino mortel a commencé à se produire à cet instant. La chaleur de l'huile en feu a causé la rupture de l'oléoduc tartan, projetant rapidement un grand jet de gaz inflammable. Cela a créé un immense jet de feu, ressenti sur des navires à plus d'1 kilomètre. La plateforme était gravement compromise et son effondrement inévitable. On ne sait pas combien ont survécu à l'explosion initiale, mais ceux qui étaient encore en vie tentaient désespérément de trouver un abri sur la plateforme en feu. D'autres ont tenté leur chance en sautant dans la mer depuis l'hélipad à 53 mètres de haut. Depuis cette hauteur, l'impact seul pouvait être paralysant ou fatal. 22h50. Aucun des systèmes de protection ne fonctionnait désormais. Un à un, ils avaient tous échoué. Puis, la conduite MCP-01 a cédé, libérant un jet de feu, projetant des flammes jusqu'à 90 mètres de haut. Des débris enflammés tombaient sur les hommes qui avaient sauté dans la mer. La scène chaotique montrait qu'ils avaient peu d'espoir d'être secourus, et la situation allait empirer. 23h20. La rupture de la conduite de gaz Claymore a accru l'arrivée de carburant sur la plateforme, attisant les incendies. De retour à Aberdeen, la direction a été informée de l'incendie, et a ordonné l'arrêt de la production de Claymore, mais l'arrêt n'a pas été total, quand le pipeline a explosé. Le flux de tartan avait déjà été coupé, évitant d'autres ruptures, mais les dégâts étaient irréversibles. Piper Alpha avait été ravagé par les flammes. La structure de base était en train de céder, mais la nuit d'horreur ne faisait que commencer. 23h45. La structure gravement compromise fit s'effondrer la plateforme. Une grue est tombée dans la mer, suivie du mât de forage principal. 80 hommes s'abritaient dans le bloc d'hébergement du module D, l'un des rares espaces inifugés restants sur la plateforme. Quand la structure a cédé, le bloc est tombé en mer, entraînant tous les hommes vers une tombe aquatique. Des missions de sauvetage étaient en cours, mais il serait déjà trop tard. 7 juillet, 0h45. La plupart de Piper Alpha avaient disparu, seul le module A émergeait encore de l'eau. Plus de 2 heures durant, les navires de sauvetage tournaient autour du site en flammes, sans pouvoir s'approcher à cause de la fumée épaisse et de la chaleur. Mais désormais, les meilleurs navires de sauvetage arrivèrent sur place. Le MSV Teros, un navire unique de lutte contre l'incendie et de sauvetage, était un semi-submersible. De plus petits navires ont tenté d'éteindre les flammes dès leur arrivée sur l'incendie, mais leurs efforts ont rencontré peu de succès. La course pour évacuer les gens avait commencé. Les bateaux se concentraient sur le sauvetage de ceux qui sautaient de la plateforme, fouillant les eaux glacées pour trouver survivants et blessés. Le Teros a sauvé un homme, ayant sauté de la plateforme et continué à nager. D'autres ont été retrouvés dérivant dans l'eau, épuisés et blessés. Les premières embarcations arrivées sur Piper Alpha ont sauvé des dizaines de personnes, mais beaucoup d'autres, inaccessibles dans la fumée et l'obscurité, ont été entraînés sous l'eau. Même les sauveteurs étaient en danger. Un bateau a secouru 4 hommes qui descendirent de la plateforme par des cordes. Elle est retournée sauver 2 autres, mais en partant, l'hélice a accroché des débris et le bateau a pris feu. Le seul survivant était le maître d'équipage Ian Letham. Il a sauté dans l'eau et dérivé près d'1 heure, son gilet et son casque brûlés et déchirés par la chaleur. Le sauvetage des navires exigeait un contact rapproché avec les flammes, rendant l'opération très risquée. D'autres sauveteurs ont affronté encore plus de dangers. Dès l'annonce de la catastrophe, des avions ont été dépêchés sur place. Des hélicoptères de sauvetage ont été envoyés à 10h22, suivis de plusieurs autres dans la demi-heure suivante. L'hélicoptère de sauvetage fonçait au-dessus de la mer du Nord, tandis que les flammes étaient visibles à 130 km. Ils ont évacué tous ceux qu'ils pouvaient. Mais peu de ceux ayant sauté de la plateforme ont survécu. Les survols des eaux environnantes par l'hélicoptère n'ont rien donné. 1h20 du matin, un hélicoptère médical est arrivé et, avec les secours, a récupéré les derniers survivants. Le total était de 63, bien qu'une personne soit décédée plus tard de ses blessures. Et maintenant, l'ampleur totale de la catastrophe est devenue évidente. Sur 226 personnes présentes sur la plateforme, 165 sont mortes dans l'incendie. 2 sauveteurs sont morts dans l'accident de bateau. 30 corps n'ont jamais été retrouvés, étant condamnés à une tombe aquatique. C'était la pire catastrophe pétrolière offshore de l'histoire, et le public exigeait des responsables. Il est vite devenu évident que tous les survivants étaient ceux qui avaient pris les choses en main, sautant des ponts inférieurs ou descendant le long des cordes.
5 hommes ont sauté du helideck, et de façon remarquable ont survécu à l'impact. Le nombre de survivants a augmenté grâce aux eaux calmes, mais tous ceux restés sur la plateforme pour s'abriter sont morts. La plateforme entière a cédé, et a emporté avec elle tous ceux qui se trouvaient à bord. Plusieurs survivants obtiendraient la médaille George, distinction britannique pour l'héroïsme civil. Occidental Petroleum a perdu 17 milliards de livres sterling, faisant de Piper Alpha l'une des catastrophes humaines les plus coûteuses. La production pétrolière en mer du Nord s'est effondrée, les pipelines ont fermé et les prix ont flambé. Une enquête publique a suivi. Les enquêteurs ont relevé de graves failles de sécurité et des procédures inadaptées, sans caractère criminel. Le rapport qui en a résulté a émis plus de 100 recommandations remodelant la législation britannique sur la sécurité en mer grâce à la loi sur la sécurité offshore de 1992. Pour les familles, ce n'était pas suffisant. Les assurances ont versé 220 millions de livres, mais des procès ont imputé la faute à 2 ouvriers décédés. Robert Vernon a été accusé de ne pas avoir vérifié la pompe, et Terence Sutton de ne pas avoir serré le bouchon de la vanne de remplacement. Cela a été perçu comme une dernière insulte envers leur famille, d'autant plus que Robert Vernon avait été décoré à titre posthume pour son héroïsme cette nuit-là. Mais le temps passe, et il faut pomper le pétrole. La plateforme pétrolière Piper Bravo, construite en 1992, pompait du pétrole dès l'année suivante. Aujourd'hui, le seul vestige de la Piper Alpha, la catastrophe, est marquée par une balise dans l'océan, commémorant le nombre massif de vies perdues lors de cet échec catastrophique. La pire catastrophe pétrolière offshore était terrifiante, mais la survie d'un homme est encore plus incroyable. Regardez, j'ai été piégé sous l'eau pendant 3 jours, pour découvrir comment il a survécu, ou cliquez sur cette vidéo.